Bonjour à tous et bienvenue dans les matinales des ponts, un rendez-vous imaginé par l'école des ponts ParisTech. Vous le savez, les matinales sont l'occasion de rencontres et d'échanges entre le monde de la recherche, de l'enseignement et de l'entreprise. Réseaux express régionaux métropolitains, quelle réponse aux défis de mobilité, d'écologie et de cohésion territoriale? C'était le thème passionnant de cette nouvelle matinale. Face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, quelle logique déployer, quelle priorité dégager, et suite à la nouvelle loi cadrant les SERM, les futurs services express régionaux métropolitains, quel financement et quelle gouvernance imaginer? Voici les moments choisis de nos échanges. C'est pas qu'une question de transport, c'est pas qu'une question d'infrastructure de transport, c'est pas qu'une question de service, c'est la manière dont on fait, dont on vit les villes. Aujourd'hui, tous les spécialistes nous le disent, il y a une explosion complètement des mobilités sur les 70-80 dernières années, des mobilités à moyenne distance, surtout en fait contraintes par les choix de localisation des entreprises par rapport, et des lieux de travail par rapport aux lieux de vie. Et donc, à travers cette densification de l'offre de services de transport qui se joue à travers les investissements des RER métropolitains, c'est comment on rend ces mobilités du quotidien décarbonées, des fois plus agréables aussi. Et donc c'est tout ça qui se joue derrière. Et je pense que l'enjeu est de manière dynamique, puis je vais m'arrêter là, c'est la transformation de la ville sur les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années qui se joue. Réseau, plusieurs lignes, express, on voudrait que ça aille vite et que ça arrive vite aussi quand on attend sur le quai. Et pourquoi pas qu'on accède facilement aux gares, bien sûr. Régional, d'où vient ce régional? De la région Île-de-France, qui est quand même historiquement centré sur Paris, bien sûr, et donc qui n'est pas la même échelle spatiale, bien plus petite que les autres régions de la France métropolitaine. Et donc, je dirais, en rajoutant métropolitain, on précise les choses, régional et métropolitain. La problématique, effectivement, il faut que les échelles spatiales coopèrent entre ce qui se passe au niveau régional et ce qui se passe au niveau de la métropole. On a hérité du 19e siècle des lignes ferroviaires qu'on a laissées en place, sur lesquelles il y a plus ou moins de circulation, c'est vraiment très variable. Et donc on a un capital d'infrastructure, une trame qui existe, qu'on n'a pas besoin de construire. Ça mérite vraiment effectivement toute l'attention, et ce sur donc des longueurs qu'on va compter en dizaines de kilomètres pour voir jusqu'à où faire rayonner. À charge là-dessus de faire donc circuler suffisamment de trains pour qu'il y ait de la fréquence, mais aussi à charge de proportionner, si je peux dire. De proportionner, il va falloir qu'on arrive à remplir les trains en question. Il va falloir qu'on leur donne la bonne dimension. La fréquentation démontrera l'utilité sociale du concept, de l'objet, en même temps que son utilité environnementale. On a un problème d'armature ferroviaire qui est à peu près inexistante dans les grandes métropoles. C'est-à-dire il y a bien du rail, il y a bien des trains, mais ces trains ne sont pas voués à desservir l'intérieur des métropoles. J'ai une autre référence à partir de là, c'est le S-Bahn, c'est-à-dire l'équivalent en Allemagne, ou en Suisse, ou en Autriche, ou ça s'appelle autrement au Danemark, mais c'est à peu près pareil. C'est-à-dire des systèmes de transport à base ferroviaire qui sont adaptés à la taille de l'agglomération. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dans tous les cas d'énormes tunnels sous le centre de l'agglomération. On les fera si nécessaire. On va intensifier l'offre avec un certain nombre de lignes qui seront toutes diamétrales, qui est aussi un élément important parce qu'on n'encombre pas les gares centrales avec des trains qui attendent entre deux services comme on le voit souvent encore en France. Et au bout du compte, on a des fréquences qui rendent le système crédible. Et des fréquences crédibles, ça peut être du quart d'heure, de 20 minutes, 10 minutes, ça va dépendre des villes. Mais ce qui va faire qu'au bout d'un moment, cette armature va être considérée vraiment comme une armature, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rabattre d'autres services dessus. Et à Strasbourg, sur le REM de Strasbourg, le réseau express métropolitain européen de Strasbourg, de quoi parle-t-on? On parle, pour nous, un RER, c'est une amplitude horaire élargie, 5h, 23h. C'est comme ça que nous l'avons considéré. Une offre améliorée le week-end, un cadencement amélioré sur pas mal de lignes au quart d'heure, à la demi-heure, sur des lignes où on passait une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et puis aussi, on a essayé d'améliorer les correspondances avec les TGV. Oui, parce que la gare de Strasbourg, mine de rien,
C'est la première gare hors Île-de-France en termes de trafic TER. On a un cadencement incroyable à Strasbourg sur une toute petite gare. Et à cela, il faut coupler le trafic TGV, le trafic fret, et on doit faire passer tout cela dans une gare extrêmement contrainte avec des problématiques difficiles. Autant dire que le golfe de Strasbourg, il est saturé, on n'arrive plus à faire grand-chose, mais en tout cas, on a poussé le système aux limites de ses capacités pour avoir une offre régulière, cadencée, sur pas mal de lignes. Mais on en vient toujours à la problématique de la qualité de service, puisque si la qualité de service n'est pas au rendez-vous, on n'incite pas les usagers des transports à se rabattre sur les transports en commun. Et c'est ça toute notre grande problématique, et un peu la problématique du REM au démarrage, c'est que sur une gare extrêmement contrainte, saturée en heures de pointe, il y a eu des petits soucis au démarrage. Mais on l'a couplé pour le REM, c'était pas qu'une approche ferroviaire, c'est aussi une approche car. Il y a en tout cas, nous, dans notre concept, l'idée d'avoir un même niveau de service, quel que soit le mode qu'on emprunte. Et ça, je pense que c'est important, on parlait de contexte sociétal. Et finalement, quand on parle de cadencement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, le cadencement, il peut être à la demi-heure, au quart d'heure. En tout cas, il faut qu'il soit attractif. Quand on parle de cadencement, c'est comment on met en place des réseaux sur lesquels on peut s'appuyer pour faire autre chose que d'aller à l'école et d'aller au travail et encore sur des horaires de bureau. Et c'est bien comment on arrive à se déplacer toute la journée sur des amplitudes d'énergie, le disait Julie, à la fois en train ou en car, en fonction de est-ce qu'on a une voie ferrée ou pas, et qu'on arrive à se déplacer et qu'on arrive à avoir une armature de transport public sur laquelle on puisse s'appuyer pour faire les rabattements cyclables, bus, trams et autres. On cherche à faire sur le Grand Paris Express un service de transport qui permet de décarboner les mobilités de la région francilienne et qui désenclave, puisqu'on amène des moyens de transport dans des villes évidemment de seconde couronne qui n'avaient pas de moyens de transport. On transforme la ville, on l'a dit aussi tout à l'heure, parce qu'en amenant une gare, en transformant l'espace public, le pôle d'échange, évidemment on transforme la ville, on la densifie, on voit bien la valeur du foncier augmente, etc. On a vraiment une transformation de la ville et on rend possible les liaisons de banlieue à banlieue. Vous le disiez, donc en rocade, je rejoins ce qui a été dit par mon voisin de droite, en rocade, et ça c'est très important. Alors évidemment, c'est tout ça qu'on vient mettre à disposition, c'est toute cette expérience qu'on vient mettre à disposition des services express régionaux métropolitains, parce qu'à la Société du Grand Paris, effectivement, on a développé une ingénierie en transport, bien sûr, mais aussi une ingénierie en développement urbain. Et on sait intégrer le tout, on travaille les pôles, on y est confronté sur la ligne 15 Sud actuellement, évidemment, on travaille au quotidien ces pôles d'échange pour que le jour où on mettra en service la ligne 15 Sud, on ait bien des pôles qui fonctionnent, des pôles qui permettent que les gens arrivent en vélo, en bus, à pied, et puissent prendre les transports. Donc il faut qu'on puisse adapter le mode de transport au flux de voyageurs et qu'on soit capable d'avoir à la fois des radiales et des rocades pour permettre de désenclaver les territoires. C'est pas simplement une approche technique, au contraire, c'est pour désenclaver les territoires, permettre aux gens d'aller d'un point à un autre sans passer par la métropole quand ils n'en ont pas besoin, et c'est extrêmement important puisqu'on sait que la congestion se concentre en cœur de ville, et pour ça, effectivement, vous le disiez, apporter les services autour des gares qu'on crée, des pôles d'échange qu'on crée, pour refaire ville dans ces villes moyennes et dans ces villes de seconde couronne. Cette loi, déjà, nous force à nous poser, à nous dire, mais c'est quoi nos besoins ? Où allons-nous ? Quelle est notre vision ? Et comment souhaitons-nous nous déplacer à l'horizon 2030, 2035, 2040 ? Parce que les flots et les flux seront de plus en plus conséquents et on ne pourra pas couper cet axe-là. Qu'est-ce qu'on peut offrir ? C'est bien l'enjeu, c'est de vraiment développer la multimodalité. On a parlé beaucoup de route. Et la route, c'est aussi le support de quasiment toutes les mobilités. C'était un peu l'objet diabolique ces dernières années. Finalement, on peut y faire rouler du car, des pistes cyclables, on peut covoiturer. Donc il y a vraiment le champ des possibles, et dédiabolisons la route parce que c'est le support de la mobilité finalement propre. On parle de car express, d'un cadencement, de voies réservées, il faut être dans une approche agile.
La loi dit qu'il faudra une structure locale de coordination. Elle peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public, mais en tout cas, il faudra une structure locale de coordination. Là, on retrouve la nécessité d'avoir une gouvernance dédiée à un projet. Voilà. Un projet qui a une ambition de service, mais une gouvernance dédiée, avec l'ensemble des acteurs qui ont compétence pour une composante de ce projet, qui sont réunis pour faire advenir ce projet dans le délai imparti, dans le respect du programme souhaité et dans le respect des coûts évidemment fixés. On crée de la valeur en créant ces services de toute nature, de la valeur écologique, de la valeur sociale et de la valeur foncière, etc., qui peut être captée par un certain nombre de mécanismes fiscaux et qui rend évidemment la fiscalité plus acceptable. Et on peut aussi venir capter plus de fiscalité une fois que les gens bénéficient du service, une fois qu'il y a eu une mise en service, et en capter moins en avance de phase, c'est-à-dire pendant les travaux, période pendant laquelle les gens évidemment subissent surtout des nuisances. Enfin, les riverains peuvent subir surtout des nuisances. Donc on sait faire ça. Et voilà, ce modèle, il pourra être adapté en fonction des territoires, parce que comme vous le disiez, il n'y aura pas la même capacité contributive sur chacun des territoires. Il y a des territoires où il y a déjà des taxes spéciales d'équipement, c'est le cas de GPSO, qui sont levées. Il faudra s'adapter à chacun des territoires. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une loi pour se coordonner? Donc c'est clair que la loi a donné un coup d'accélérateur, elle a pas, plutôt qu'apporter la permission. On voit bien d'ailleurs que la région Grand Est n'a pas attendu la loi pour se coordonner. Bon, une impulsion et puis peut-être une émulation en plus entre métropoles, ça fait pas de mal, comme ça on est sûr d'avancer les uns avec les autres. Excellent. On voit qu'on est parti quand même pour s'endetter pour le très long terme. Et c'est logique, c'est l'équation du développement durable. On investit pour nos descendants et puis il faudra qu'ils payent quelque part, chacun son tour, et une solidarité intertemporelle. Très bien. Pour moi, peut-être la question majeure, c'est que vraiment, donc ça va être le projet de transport structurant dans les métropoles en question, avec leur entourage. Il faut vraiment qu'on tisse ce projet avec la gestion d'ensemble des transports et l'organisation d'ensemble des transports sur le territoire en question. Il faut trouver la cohérence. Aujourd'hui, on est aussi sollicité, en tout cas, on a des projets aussi dans la métropole, le développement d'un réseau de tramway, 400 millions d'euros, des pistes cyclables, 100 millions d'euros. Tout ça fait grimper la facture et finalement, on se rend compte que pour continuer à faire en sorte qu'on soit en capacité de financer les choses, il y a bien la nécessité, finalement, d'associer, d'aller au-delà du simple couple région-métropole pour le financement de ces services, et bien de voir comment on associe les EPCI, les intercommunalités qui sont voisines et qui profitent du service également, pour avoir une assiette contributive plus large. En même temps qu'on développe ces réseaux, faut faire attention effectivement à voir comment les usagers peuvent y répondre et comment ils peuvent y adhérer pour retirer là aussi des recettes supplémentaires qui peuvent nous permettre de financer leur exploitation, parce que c'est quand même un peu le nœud du problème à un moment donné. La loi complexifie un peu les choses, elle demande à ce qu'on mette en place une sorte d'organisme. Voilà, on aurait pu appeler d'ailleurs un syndicat mixte, ça aurait été aussi bien. Mais on ne sait pas quels sont ses pouvoirs. C'est le pouvoir de prélever du versement mobilité, par exemple. On a la question aussi des EPCI qui sont autour des métropoles. Généralement, un certain nombre n'ont pas pris la compétence transport et ne lèvent pas grand-chose, du coup, à ce titre. Donc, pas sûr qu'ils apportent grand-chose de ce point de vue-là en termes de financement. En revanche, c'est vrai que le fait de s'appuyer, quand on a du multipolaire avec pas mal de villes proches, le fait de s'appuyer sur les collectivités en route, ça a quand même un intérêt. Chaque mode a sa juste place, tout coordonné et beaucoup de fréquences toute la journée, parce que c'est le meilleur moyen de capter le maximum de flux, sans trop se poser de questions, je dirais, parce qu'il faut utiliser les actifs au maximum. C'est pas très compliqué. Fonder un réseau que sur les pointes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle, mais ça reste encore une réalité dans beaucoup de cas de figure, notamment en interurbain. Donc il y a des progrès à faire de ce point de vue-là. Alors ça s'appellera peut-être pas SERM, mais au moins ça peut permettre dès maintenant de faire un maximum de choses au service des populations, qu'elles soient au sein des métropoles ou dans les couronnes externes, qui ne sont pas forcément touchées par les transports métropolitains.
Évidemment, hein, cette loi ne change pas tout, on aurait pu faire des choses sans la loi, etc. Mais on voit bien qu'en revanche, il y a une impulsion politique qu'un certain nombre d'acteurs locaux attendaient. Hein. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des études depuis le 2018, il y a tout un tas de projets qui existaient. Mais il se trouve que là, on a l'occasion d'avoir une impulsion politique, d'avoir tous les acteurs avec qu'on peut mettre autour de la table et avec un certain nombre d'outils pour le faire. Donc, ce que je dirais peut-être, c'est, on a parlé d'écologie, de justice sociale. On a une urgence écologique, une urgence sociale, et donc cette année 2024, les années qui viennent, 2024-2025, vont être décisives pour lancer ces projets, les mettre sur des bons rails sans mauvais jeu de mots, et ensuite, évidemment, déployer le phasage de mise en service. On a un instrument spécial, il ne faut pas qu'une loi chasse l'autre, on a les SCOT. Bon, il faut vraiment maintenant qu'on actualise les SCOT des métropoles en question et qu'on... ou qu'on les fasse si jamais ils n'étaient pas au bon niveau territorial, et qu'on y inscrive le projet, qu'on repense tout ça en termes de cohérence territoriale, et peut-être ça permettra de résoudre en partie l'équation du financement, en se disant qu'on pourrait peut-être faire un pot commun avec différents types de ressources. Alors pour moi, deux pointages qui me semblent assez évidents. D'une part, l'un sur la mutualisation de recettes de stationnement. Et puis aussi, quand même, donc on voit qu'il y a des enjeux de logement très forts. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme logement social à l'échelle du territoire, en bonne coordination justement avec ce qu'on espère comme renforcement des noyaux urbains secondaires auxquels on va donner un meilleur accès au centre. Donc, on parle de renforcement de valeur immobilière. Il va falloir développer les capacités immobilières et peut-être prévoir du logement social. Faire système avec les acteurs, avec les EPCI, les métropoles, avec l'ensemble des gestionnaires, enfin tout le monde. Et il y a aussi une dimension qu'on va aussi beaucoup étudier en point de vue urbanisme, aménagement du territoire. C'est tous ces pôles d'échange multimodaux qui sont aussi un peu la pierre angulaire de ce qu'est la loi. C'est comment coordonner, articuler l'ensemble des systèmes de transport autour de ces pôles d'échange. En faire vraiment pas un espace à la marge de la ville et au banc de la ville, mais en faire une réponse d'aménagement du territoire, de coordination, de structuration, un espace agréable. Et c'est bien aussi comme cela qu'on va réfléchir. Et puis tout cela peut fonctionner, je le disais en introduction, s'il y a une qualité de service au rendez-vous. Si les trains sont à l'heure, si les cars sont là. Et donc là, on arrivera à vraiment organiser et à encourager de prendre des transports en commun. La qualité de service, et c'est bien l'ambition que l'on se donne autour de la loi, c'est avoir une qualité de service au rendez-vous. Je pense qu'on aura réussi quand les usagers se seront effectivement appropriés le service, qu'on aura du monde dans les cars et les trains, et qu'on n'aura pas trop de réclamations. Je pense qu'il y a effectivement toute cette notion de... on a tendance à être un peu technocratique quand on fait des réseaux de transport, parce qu'on les imagine en chambre, et puis on imagine que tout le monde va tout comprendre tout de suite. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc il y a toute une notion effectivement de concertation, de communication, de qualité de service, et de faire en sorte que les gens puissent s'approprier le service.